Konnichiwa, comme on dit ici. Et ben écoutez, bienvenue donc dans ce premier épisode de mes aventures au Japon. Je pense qu'il va y en avoir deux, au moins deux. Donc voilà, donc bah, écoutez, je vais vous faire vivre un peu ce que j'ai vécu pendant ces 2 semaines assez intenses au Japon. C'était vraiment l'éclat total. Donc voilà, je teste ma nouvelle caméra que j'ai achetée ici, une GoPro Hero 3 Plus. Pas mal, nettement supérieur à ce que j'avais auparavant et je m'en suis pas mal servi justement en live sur la tournée que j'ai suivie pendant mes vacances. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser avec cette première vidéo. Je pense que ça va vous plaire. Allez, à plus tard. Alors pour commencer, je vous emmène directement à Akihabara, le premier quartier que j'ai vraiment visité. Akihabara, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la ville électronique de Tokyo. C'est là que vous trouverez vraiment tout ce que vous cherchez, que ce soit du composant électronique pour votre PC, en passant par les jeux vidéo normal, mais aussi tout ce qui est rétro gaming. Donc je vais vous emmener après ce que vous êtes en train de voir, là je suis en train de me balader dans les rues d'Akihabara, je vais vous emmener au lieu vraiment mythique du rétro gaming, le magasin qui s'appelle Super Pocket. Donc à Akihabara aussi, ce qu'on trouve énormément, ce sont des salles de jeux, comme là vous voyez la tour Sega, un des immeubles Sega même. Il y en a plusieurs dans Tokyo, c'est assez impressionnant, mais on a aussi des magasins typiques high-tech comme Softmap qui fait beaucoup de matériel électronique, mais en fait chaque magasin a sa spécialité, donc vous retrouverez des immeubles complets de 5 à 6 étages à chaque fois, comme les salles de jeux vidéo, avec énormément de choix. Vraiment, on trouve vraiment de tout à des prix vraiment défiant toute concurrence. Ce que l'on trouve aussi à Akihabara énormément, ce sont les maid cafés. Alors qu'est-ce que c'est les maid cafés? Comme vous pouvez le voir là, quelques moments assez furtifs sur la vidéo, vous voyez des jeunes filles qui sont à l'arrêt en train de présenter des petites affichettes. Et ben ce sont des demoiselles, entre guillemets des rabatteuses, on va pouvoir dire ça comme ça, pour emmener les jeunes hommes ou même des touristes dans des maid cafés pour leur offrir à boire, à manger, leur proposer de faire des petits jeux assez drôles. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais bon, peut-être une prochaine fois. Et donc là, ça y est, on y est. Super Potato, le temple du rétro gaming. Un magasin incroyable sur 3 étages. Les 2 premiers étages, là on est actuellement, ce que vous voyez, c'est actuellement le premier étage, c'est tout ce qui est console, Family System, Family Computer, mais aussi Super Famicom, donc la Super Nintendo pour la France, on a connu sous le nom de Super Nintendo, et la Family Computer c'était la NES. Voilà, donc c'est vraiment le lieu de folie. On trouve des jeux pour Saturn, pour vraiment toutes les consoles, mais vraiment toutes les consoles qui sont sorties à des prix assez impressionnants. Vous pouvez acheter les jeux soit sous forme de cartouches seules, soit avec la boîte. Là, on est passé au 2e étage où c'est plus un rayon goodies. Et tout ce qui est jeux PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3,
Vous trouvez des jeux aussi Nintendo 64, Neo Geo, c'est vraiment la folie ce magasin. Là, j'étais avec justement mes amis Rémi et Mike qui étaient en tournée au Japon. Donc on s'est fait un petit plaisir, vraiment, on s'est baladé dans les rayons, on a regardé, on a vraiment pris un très très grand plaisir à voir. On aurait aimé acheter tout le magasin tellement il y avait de choses qui nous intéressaient, mais malheureusement, il fallait être raisonnable, on n'a pas pu. Et le dernier étage, c'est ça qui est top, c'est une salle de jeux vidéo en rétro gaming. C'est une salle d'arcade rétro gaming avec des bornes avec plus de 300 jeux à chaque fois dedans. C'est juste la folie. Mais Akihabara n'est pas simplement le temple de l'électronique et du jeu vidéo, c'est aussi le temple de tout otaku qui se respecte, c'est-à-dire fan de manga, dessins animés. Et on trouve des expositions avec des figurines de toutes les séries qui ont cartonné depuis pas mal de temps. Mais pas uniquement que des dessins animés, on a aussi des séries live. Comme là, par exemple, vous avez pu voir du Macross, du Gundam, du Godzilla. On trouve aussi un peu de produits dérivés comme Hello Kitty, Super Mario et le personnage de Ring. Et aussi d'autres séries qui sont pas forcément très connues chez nous. Et là c'est du Gundam. Là on a aussi du Tokukatsu avec les personnages de Xor, Kamen Rider. Vraiment c'est des choses qui sont très très populaires au Japon. Et on a aussi après bien sûr du Dragon Ball Z qui est quand même une licence qui a énormément cartonné, pas uniquement chez nous mais au Japon aussi. Et en dernier, on verra, vous pouvez voir là encore des figurines Kamen Rider, Ultraman, même là précisément, Dragon Ball Z. Et pour finir, vous allez voir du Macross et une série live que j'adore énormément, qui a 4 ou 5 saisons, qui s'appelle Garo, avec un personnage vraiment avec une armure là comme là maintenant. Voilà, avec une armure dorée et tout, et c'est vraiment super sympa. Alors ensuite on se dirige sur Nakamisedori qui est une immense rue piétonne chargée de magasins de souvenirs où vous pouvez acheter des kimonos, des sabres, des petits souvenirs comme des porte-bonheur et autres avec des chats. Et puis voilà, de la nourriture aussi parce que les Japonais aiment aussi énormément manger. C'est quand même un endroit ultra touristique qui mène au fameux temple Senzoji à Asakusa. Donc, et écoutez, par la suite, dans quelques minutes, je vais vous présenter un peu le temple Senzoji.
Vous pouvez apercevoir au loin un nuage de fumée. Non, ce n'est pas un incendie ou un stand de merguez, mais tout simplement une urne dans laquelle on fait brûler de l'encens. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien écoutez, c'est très simple, c'est un rituel de purification avant de rentrer dans le temple. Les gens s'approchent de cette urne et attirent de la fumée vers eux pour se faire purifier. Ensuite, il y a une autre cérémonie de purification avant de rentrer dans le temple, c'est la purification des mains. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une fontaine à disposition, comme vous allez le voir dans quelques secondes, voilà, avec beaucoup de monde autour. Et en fait, il y a un rituel où on puise de l'eau avec une espèce de louche et on se purifie en premier la main gauche, on passe la louche dans la main gauche pour nettoyer la main droite et ensuite, certaines personnes aussi se purifient la bouche en versant de l'eau dans la bouche et en la crachant. Après cela, on peut rentrer dans le temple. Donc là, vous voyez, je vais rentrer tranquillement dans le temple. Il y avait énormément de monde ce jour-là, donc je suis un peu désolé si l'image n'est pas exceptionnelle. Au Japon, il y a aussi l'art divinatoire que l'on peut faire dans les temples bouddhistes. Alors, ce qui se passe, c'est tout simplement, vous mettez une pièce de 100 yens, vous agitez un réceptacle dans lequel il y a des petits bâtonnets avec un numéro, comme vous voyez là le jeune homme qui essaie désespérément de tirer une baguette, voilà, il vient de tirer une baguette sur laquelle il y a un numéro, avec plein de tiroirs devant lui, il va déterminer le bon tiroir correspondant au numéro, et dedans il y a une prédiction. Voilà, ensuite on remet le bâton dans le truc, et la prédiction, si elle est mauvaise, on l'attache sur un petit portique, comme vous le voyez là, pour conjurer le mauvais sort. Une chose qui m'a énormément frappé aussi en visitant les temples au Japon, et en l'occurrence le temple Sensoji, c'est tout simplement qu'on est en plein cœur du Tokyo, la mégalopole Tokyo, et vraiment on n'entend strictement pas du tout les bruits de la ville. C'est vraiment un endroit ultra calme, vraiment propice à la méditation, et vraiment c'est quelque chose d'assez impressionnant et surtout assez déstabilisant. Parce que vraiment, quand on est au cœur d'une ville, on s'attend toujours à entendre énormément de bruit. Et là, c'est vraiment pas le cas. Le seul bruit qu'on a, c'est le bruit des touristes qui se promènent dans les allées. Donc après un petit arrêt à Shibuya pour manger un morceau, en l'occurrence un curry, là je me dirigeais vers Meiji Jinju pour aller revisiter un autre endroit très religieux, mais à la place là d'être un temple bouddhiste, là on va visiter l'un des plus grands temples shintoïstes. Alors on va prendre le métro et on y va.
Eh bien bonjour à vous les amis, c'est le Docteur Traceur comme c'est marqué sur la casquette. Je ferai des petites interventions de temps à autre comme ça dans les vidéos de FX pour vous donner quelques explications supplémentaires sur ce que vous voyez à l'écran. Ouais, mais c'est quoi le shintoïsme? Tu as raison jeune ami, nous allons commencer par ça. Qu'est-ce que le shintoïsme? Alors, pour commencer, le shintoïsme est la plus vieille religion présente au Japon. C'est une religion polythéiste et animiste. Animiste qui veut dire nous vénérer des esprits animaux. Il faut savoir que cette religion est apparue il y a quand même pas mal de temps, c'est-à-dire quand les descendants des Japonais actuels sont arrivés au Japon. Chaque tribu, donc chaque région, possédait ses croyances et ses dieux. Avec l'avènement de la famille impériale, eh bien écoutez, la tribu d'où laquelle était originaire la famille impériale a donc imposé ses croyances et ses dieux. Voilà. J'espère que j'aurai pu vous aider un peu plus à comprendre le Japon. Je reviendrai un peu plus tard dans un autre épisode. Allez, salut les jeunes! Bon bah voilà, c'était un temple shintoïste que vous venez de voir. Malheureusement j'ai pas pu filmer à l'intérieur, il y avait une cérémonie et il est stipulé que nous n'avons pas le droit de filmer ou de prendre des photos, donc tant pis. Donc voilà, c'était un temple shintoïste. Allez, maintenant je vous emmène du côté de Shibuya, vraiment le cœur vivant de Tokyo, où on retrouve énormément de choses, dont le fameux carrefour que je vais traverser pour ensuite me diriger au niveau de la station de métro de Shibuya pour vous montrer vraiment ce que ça donne depuis le haut, depuis une position haute, et ensuite je serai au niveau de l'arbre là que vous voyez sur la gauche de l'écran pour faire un autre plan pour vous montrer vraiment en plein cœur. Allez, je vous laisse regarder, c'est assez impressionnant. Et donc toujours à Shibuya, il y a la statue de Hachiko. Hachiko est un chien très très connu, car la légende veut qu'il venait chercher son maître tous les jours à la sortie de la station Shibuya, et même après la mort de son maître, Hachiko venait toujours chercher son maître, même s'il n'était plus là, et cela il l'a fait jusqu'à le temps qu'il meure.
Et maintenant, je vous emmène au temple Toshogu, un sanctuaire shintoïste en plein cœur du parc de Ueno. Donc il faut savoir que le terme Toshogu n'est pas unique pour ce temple. Il y a à peu près une centaine de temples Toshogu au Japon. Donc vous allez voir, c'est un petit temple vraiment complètement différent du temple Meiji Jingu que vous avez pu voir auparavant. Et franchement, il est très très joli. Allez, maintenant je vous emmène du côté de Nakano Broadway, dans le coin qui s'appelle Nakano, qui est un autre endroit typique pour les ultra geeks et autres otaku en tout genre. C'est-à-dire que vraiment c'est un des endroits qui n'est pas forcément très connu, mais où on trouve un nombre incalculable de jeux vidéo, de mangas, et aussi des magasins spécialisés dans le cosplay, comme vous pouvez le voir actuellement. Donc le cosplay, c'est s'habiller comme des personnages de jeux vidéo ou de dessins animés. Donc c'est vraiment un truc de malade. Vraiment, vraiment, vraiment malade. Et aussi, on trouve pas mal de magasins de vieux jouets, de petites figurines type Mario et compagnie, comme vous allez pouvoir le voir dans quelques secondes, à peu près une dizaine de secondes. Là, je suis tombé dans un magasin qui était vraiment spécialisé dans tout ce qui est produits dérivés Nintendo, avec voilà, ce que vous pouvez voir, des figurines, Bowser, Todd et autres. Un Games Workshop, histoire de coller avec le côté américain, bien sûr, hein. On trouve aussi énormément de stations de gachapon. Alors gachapon, qu'est-ce que c'est? Les gachapon sont des petits distributeurs dans lesquels vous pouvez obtenir des figurines de dessins animés, de jeux vidéo, ou même des choses complètement bizarres et loufoques, moyennant une somme entre 200 et 500 yens pour les plus chers. Donc c'est vraiment là, voilà, c'est vraiment quelque chose d'ultra typique du Japon. On en trouve quelques-uns dans les supermarchés en Corée, et encore, je ne suis pas sûr qu'on ait autant de produits dérivés comme ici. Là, par exemple, j'étais dans une station où il y avait au moins une soixantaine de distributeurs différents au bas mot. Alors comment ça fonctionne le gachapon? Eh bien écoutez, vous mettez là en l'occurrence 200 yens dans la fente, vous tournez ensuite la molette et vous obtenez ensuite votre butin. Parce que vous ne pouvez jamais savoir à l'avance sur quoi vous allez tomber. Mais Nakano Broadway n'est pas uniquement réservé aux otaku animés et manga. Vous trouvez aussi pour un magasin vraiment dédié à la haute fidélité. Là par exemple c'est un magasin dédié uniquement au casque audio, donc avec à peu près 500-600 références différentes avec des produits venant des quatre coins du monde. À Nakano Broadway on trouve aussi Mandarake, le spécialiste du manga d'occasion, et c'est juste des magasins qui sont immenses, il y en a un peu partout dans Tokyo. À Shibuya par exemple il y en a un qui est au 4e sous-sol d'un immeuble et c'est juste un dédale de couloirs avec des BD, des produits dérivés, c'est la folie.
Maintenant, je vous emmène à Harajuku. Harajuku, c'est incontournable. Là, on va descendre la Takashita Street, qui est la rue la plus populaire de Harajuku. En fait, vous avez une blinde de magasins, de fringues et tout. Vraiment, les magasins qui sont tendance pour la mode japonaise, mais bon, attention, hein, mode japonaise, qui dit mode japonaise dit look complètement excentrique, les japonais quoi. Et donc là je l'ai passé un peu en accéléré parce que sinon ça aurait pris beaucoup trop de temps. Mais Harajuku, ce n'est pas uniquement la Takashita Street, c'est aussi plein de petites rues autour où vous avez plein de magasins de fringues différents, des petits bistrots sympas, avec et puis les magasins, ouais, c'est vraiment les trucs spéciaux fashion streetwear ou Lolita Goth et voilà quoi, c'est assez improbable de trouver ce genre d'endroit en France. Certains pourraient comparer ça aux puces. Franchement, non, c'est vraiment beaucoup plus classe quand même que les puces que l'on peut trouver à Paris. Et maintenant direction Odaiba, là vous voyez mes amis Ayato et Rémi, et ils vont être bientôt rejoints par Mike pour une petite danse qu'elles étaient super impatients d'aller donc sur l'île d'Odaiba pour voir le Gundam géant, une reproduction à l'échelle 1 d'un robot mythique de dessin animé et en plus le tout petit bout.
คนบังคับอยู่ไหนอ่ะ Eh bien, merci d'avoir regardé, et comme le message s'écrit maintenant, la suite au prochain épisode.